La salle d'audience retenait son souffle. Après des mois de débats, de révélations et de tensions, le moment de vérité était enfin arrivé. Le silence s'est imposé lorsque le juge a prononcé les mots qui allaient sceller le destin de Didi. 40 mois de prison ferme, soit un peu plus de 3 années derrière les barreaux, assortis de 5 années de liberté surveillée. Un frisson a traversé la salle. Pour certains, ce verdict représentait une victoire. Il y a la démonstration que la justice pouvait atteindre même les plus puissants. Pour d'autres, au contraire, la peine paraissait trop légère au regard de la gravité des témoignages entendus tout au long de ce procès hors norme. Mais une chose était certaine, le choc était immense. Une figure de la musique mondiale venait de tomber. Le juge Aaron, qui avait mené l'audience avec fermeté et calme, a pris soin de justifier sa décision. Il a rappelé avoir écouté toutes les parties, les plaidoiries de la défense, les lettres de soutien, les mots des proches et surtout les récits des victimes. Il a cité Cassie et Jane, affirmant clairement qu'elles étaient bel et bien des victimes et non des complices consentantes. Un passage de son intervention a particulièrement marqué sa critique directe de la stratégie de la défense. Jusqu'au bout, les avocats de Didi avaient tenté de présenter les actes reprochés comme des relations partagées, presque volontaires. Mais le juge a rejeté cette version avec une fermeté implacable. Ces mots ont résonné dans la salle comme une condamnation morale avant même d'être judiciaire. Vous devez être tenu responsable. La peine, pourtant, a divisé. Certains espéraient au minimum 5 années fermes. D'autres y ont vu un choix stratégique du juge. Fixer une durée solide, difficile à contester en appel pour garantir que la sanction tienne dans le temps. Le détail a compté 40 mois, pas un de plus. Avec le temps déjà purgé, Didi devrait rester environ 3 ans derrière les barreaux. Mais au-delà de cette incarcération, la liberté surveillée qui suivra a été perçue comme un enjeu crucial. Pendant 5 ans, chaque faux pas, chaque infraction pourrait le renvoyer immédiatement en prison. Pour beaucoup, c'était une sorte de filet de sécurité, une garantie que les comportements du passé ne pourraient plus se répéter. Dans la salle, les réactions étaient contrastées. Les avocats de la défense tentaient de sauver l'image de leur client, mais le ton du juge avait laissé peu de place à l'ambiguïté. Didi avait perdu le contrôle de son récit. L'époque où il pouvait esquiver les conséquences de ses actes semblait bel et bien révolue. Après l'annonce du verdict, tous les regards se sont tournés vers la défense. Comment l'équipe de Didi allait-elle tenter de limiter les dégâts, sauver son image ou susciter un semblant de compassion? C'est son avocat Brian Steele qui a pris la parole, déterminé à présenter son client comme un homme brisé, marqué par son passé et non uniquement comme un coupable. Son plaidoyer a suivi une progression bien étudiée. D'abord, il a replongé dans l'histoire personnelle de Didi, la perte de son père, assassiné alors qu'il n'était qu'un enfant, les traumatismes d'une enfance violente, les amis tombés sous ses yeux dans les rues, autant d'éléments censés expliquer ses démons intérieurs. Steele a insisté sur l'ascension fulgurante d'un homme parti de rien pour bâtir Bad Boy Records, symbole de travail acharné et de résilience. Mais derrière cette success story, il a voulu montrer un individu rongé par le stress post-traumatique, les excès et les dépendances. Puis l'avocat a tenté d'émouvoir le tribunal en décrivant la vie en détention. Il a parlé d'une agression au couteau à laquelle Didi aurait échappé de justesse, de cellules surpeuplées où 25 hommes cohabitent dans un espace étouffant, de l'air vicié et de l'eau impropre qu'il faudrait faire bouillir avant de l'avaler. Selon lui, malgré ces conditions extrêmes, son client aurait instauré une forme de paix allant même jusqu'à réconcilier des gangs rivaux. Mais loin d'émouvoir, ces anecdotes ont souvent provoqué des sourires, voire des moqueries. Décrire une star planétaire réduite à manger des chips en prison a semblé décalé, presque grotesque face à la gravité des faits reprochés. Au lieu d'humaniser l'artiste, ces détails ont donné l'impression d'un plaidoyer caricatural. Le moment le plus choquant est survenu lorsque l'avocat a osé relire des passages suggérant que Cassie aurait apprécié ou voulu faire plaisir lors des humiliations et violences sexuelles. En cherchant à transformer des récits de souffrance en pseudo-consentement, la défense a franchi une ligne rouge. Le juge l'a immédiatement interrompu et rappelé à l'ordre. Cassie et Jane sont des victimes, point final.
final. Pour de nombreux observateurs, cette maladresse a définitivement discrédité la stratégie de la défense et aurait même contribué à durcir la sentence. Et les faux pas ne se sont pas arrêtés là. Un pasteur appelé à témoigner de la foi retrouvée de Didi a révélé malgré lui l'artificialité de sa présence en admettant qu'il avait d'abord refusé avant d'accepter seulement parce que le voyage était payé. Ce qui devait être un témoignage spirituel sincère est apparu comme une mise en scène opportuniste. Autre tentative ratée, une vidéo montée par l'équipe de défense pour rappeler les bons moments de la vie de Didi. Mal réalisée, elle a suscité plus de gêne que d'émotion. Certains l'ont même qualifiée de pitoyable, tant elle contrastait avec la gravité des accusations. Un détail supplémentaire a frappé l'assistance, le cas de Gina, une femme ayant pris des risques en écrivant des lettres de soutien à Didi. Elle pensait être accueillie au premier rang, aux côtés de la famille, mais elle a été reléguée au fond de la salle parmi les anonymes. Beaucoup y ont vu une métaphore cruelle de ce que représentait réellement la défense de Didi, une cause sans éclat, où même les soutiens les plus dévoués étaient traités comme de simples figurants. Ainsi, entre maladresse, artifice de communication et arguments qui sonnaient creux, une vérité s'imposait. La défense n'avait rien pu opposer au poids accablant des témoignages des victimes. Au milieu des plaidoiries maladroites et des artifices d'avocats, une voix a ramené l'audience à l'essentiel, celle de Mary Jane. Invitée à s'exprimer, cette survivante n'a pas cherché à théâtraliser son récit ni à accabler l'accusé. D'une voix simple mais ferme, elle a déclaré que le verdict lui semblait juste car il reconnaissait enfin la souffrance des victimes tout en affirmant la responsabilité de Didi. Puis, avec un courage glaçant, elle a partagé sa propre histoire. Elle a parlé des coups, des points de suture encore visibles, de la peur quotidienne de mourir sous la main d'un compagnon violent. Longtemps, elle s'était tue, écrasée par la honte et la peur. Mais en voyant Cassie et d'autres briser le silence, elle avait trouvé la force de parler à son tour. Son témoignage résonnait comme un appel universel, ne plus se taire, dénoncer, documenter pour que justice soit rendue. Elle a rappelé que derrière chaque affaire médiatisée se cachent des centaines d'histoires anonymes. Elle a évoqué son propre cousin, auteur d'un féminicide, et l'enfant orphelin qu'elle avait dû regarder dans les yeux pour lui dire que sa mère ne reviendrait jamais. La salle, d'un coup, a basculé dans une émotion crue. Le procès de Didi dépassait alors le cadre d'un seul homme. Il devenait le miroir d'un fléau beaucoup plus vaste. Dans le même temps, le juge a abordé un point crucial, l'argent. La condamnation ne se limitait pas à une peine de prison, il a ordonné la confiscation des biens utilisés pour commettre ou faciliter les crimes. Une mesure lourde de sens qui rappelait que la fortune n'était pas un bouclier. Pour Didi, c'était un coup direct porté à son empire déjà fragilisé. Ses millions restaient, son catalogue musical aussi, mais son image d'homme intouchable était irrémédiablement fissurée. Pourtant, une question persistait. Était-ce vraiment la fin ? Le principe du double jugement interdit de rejuger une personne pour les mêmes faits, mais rien n'empêche les autorités fédérales d'ouvrir de nouvelles enquêtes sur d'autres charges. Autrement dit, si d'autres victimes se manifestent ou si de nouvelles preuves apparaissent, Didi pourrait à nouveau se retrouver devant la justice. Cette incertitude pèse sur lui comme une menace constante. C'est peut-être ce qui explique les réactions partagées. Beaucoup ont jugé la peine trop clémente. 3 années derrière les barreaux ne semblaient pas refléter la gravité des violences décrites. D'autres ont reconnu que les 5 années de liberté surveillée constituaient un garde-fou solide, capable d'empêcher toute récidive. Dans la salle, l'atmosphère restait étrange, presque irréelle. Ni victoire totale, ni défaite complète. Plutôt un mélange de soulagement, de colère contenue et de lassitude. Didi, entouré de ses avocats, avait perdu plus qu'un procès. Il avait perdu le contrôle de son récit et une part de son avenir. Ses enfants, en larmes, incarnaient le drame familial derrière le scandale public. Quant aux victimes, qu'elles aient pris la parole ou choisi le silence, elles avaient laissé une empreinte indélébile. Leur courage avait marqué une rupture. Ce procès restera dans les mémoires non seulement comme celui de Didi, mais comme un tournant dans la manière dont la justice américaine aborde désormais les affaires mêlant violence, pouvoir et célébrité. Certains verront dans cette condamnation une peine trop timide, d'autres un premier pas vers la réparation. Mais une vérité s'impose, implacable. Même les plus puissants ne sont pas au-dessus des lois. Et pour celles et ceux qui regardent de loin, ce procès laisse un signe d'espoir. Leur voix peut compter, leur parole peut briser l'impunité.